C'est parti. Bonjour à tous, épisode 5, si je dis pas de bêtises, de notre podcast sur Asana avec Arthur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai nommé Par quoi commencer? Donc Arthur n'est pas au courant du détail, donc on va avoir ses réponses un peu en live, mais par quoi commencer quand on met en place Asana? Est-ce qu'on commence par les objectifs? Est-ce qu'on commence par les tâches, par les projets? Est-ce qu'on commence par la productivité personnelle, la productivité d'équipe? À quel moment est-ce qu'on met l'IA dans la discussion? On va discuter de tout ça ensemble. Je vous rappelle que du coup, on représente Aidu, partenaire d'Asana. On est là pour vous aider dans la mise en place de vos projets, de vos objectifs, de tous vos processus. Et on peut également vous fournir vos licences Asana si vous avez besoin. Ça va, Arthur? Génial, super sujet. J'ai hâte qu'on débatte tous les deux. Je suis sûr qu'on va pas être totalement d'accord. Ah, ok, excellent. Écoute, je voudrais commencer par partager ce visuel et je vais t'inviter à le présenter, s'il te plaît, parce que je pense qu'il va pouvoir un peu driver notre discussion. Bien sûr, donc ça c'est un visuel qu'on présente souvent en introduction d'Asana. Il est vraiment génial. Il représente finalement les différentes fonctionnalités d'Asana connectées les unes aux autres à travers cette pyramide. Et si je dois la résumer en une phrase, cette pyramide, je dirais que ça montre qu'Asana c'est capable de faire du très opérationnel. Et ça c'est la base de la pyramide, les tâches. Mais au fur et à mesure à ce qu'on remonte dans les projets, dans les portefeuilles, dans les objectifs, on va travailler plus sur du macro, du managérial, de la vue d'ensemble. Et donc voilà, c'est cette dualité d'asana que représente la pyramide. Et quand on est consultant comme nous et que du coup on aide des clients, on est souvent face à deux cas. On va d'ailleurs commencer par ça si tu le veux bien. Des cas de gens qui nous disent je crée ma boîte, je commence de zéro, je sais où je vais, je sais mes objectifs annuels et je voudrais commencer par définir mes objectifs et ensuite je définirai les projets qui vont en dessous puis les tâches, ou même parfois, même pas les tâches d'ailleurs, hein, ça arrive aussi des gens qui restent vraiment ce qu'on appelle le haut de la pyramide. Et à l'inverse, dans la plupart des cas, on a des gens qui ont des entreprises depuis longtemps, des processus en place, qui utilisent d'autres outils et qui généralement ont envie de commencer par ce qu'on appelle le bas de la pyramide et directement par les tâches projets et construire ensuite ce qui va au-dessus, quitte à du coup reconstruire les projets. Et ça va peut-être être une partie de la réponse. Tu veux qu'on commence par cette question-là? Haut, bas, Ah, début, fin? allez, tu me poses la question, c'est ça? Ouais, je te pose la question. J'ai pas plus que ça. Il faut qu'on débatte. Voilà, je sais pas si tu as un avis sur la question. Si tu as été toi confronté à ces deux cas, de clients qui veulent commencer par en haut ou de clients qui commencent par en bas. Ouais, question complexe, je pense, qui dépend aussi pas mal de peut-être du type de client, de la taille d'entreprise, de la maturité des entreprises avec lesquelles on travaille. En tout cas, basé sur mon expérience, si une entreprise est suffisamment mature pour avoir un plan stratégique, notamment sur plusieurs années, dans Asana, c'est vraiment l'endroit parfait pour le mettre avant de commencer au début, je trouve. Parce que la translation entre ce plan stratégique, les objectifs d'Asana avec le concept d'OKR qui est très flexible dans Asana, va vraiment structurer ensuite le développement d'Asana. Alors, c'est pas obligatoire, mais si on part d'en haut, ça permet vraiment plus facilement de décider qu'est-ce qu'on va construire en bas parce que les projets sont plus des fins en soi. La fin en soi, c'est l'atteinte d'objectifs. Et donc, on a les objectifs comme feuille de route sous les yeux. On a juste à créer les projets, les portefeuilles, la structure qui est en dessous, mais ça coule de source finalement. Et ce qui est génial, c'est que les deux vont être connectés. Donc, à chaque fois que je vais faire des progrès dans un projet, dans un portefeuille, dans des tâches, dans des jalons, ça va nourrir automatiquement les objectifs. Donc, pour moi, c'est vraiment un niveau de maturité ultime dans Asana d'avoir l'ensemble de cette pyramide couverte. Donc, le plus tôt on couvre la pyramide, le mieux c'est finalement. Alors moi, commencer par le haut, j'y vois deux inconvénients et c'est pour le débat que je te les partage. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut être patient dans le sens où généralement des clients qui se tournent vers nous, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, ils sont en recherche d'une solution pour se sortir du bourbier en quelque sorte. Commencer par les objectifs veut dire que faut être patient parce qu'il n'y aura pas de choses actionnables avant quelques semaines pour gérer le quotidien. Deuxième chose, la gestion de l'existant, notamment en termes de process, peut être compliquée puisque le résultat auquel tu vas arriver en bas de la pyramide potentiellement ne correspond pas à la manière dont tu travailles actuellement et il peut y avoir un gros effort de change management, alors qu'à l'inverse, si tu construis depuis le bas, tu construis plutôt de l'existant pour remonter.
Ouais, c'est une vision intéressante. Peut-être que si on coupe un petit peu la poire en deux, un onboarding se ferait peut-être sans les objectifs, mais en prévoyant déjà les objectifs de l'année d'après. Peut-être que ça, c'est une façon de voir les choses. On arrive dans Asana à travers la base, les projets, on apprend à se familiariser avec l'outil, mais dès le début, on commence à penser pour l'année d'après, à positionner les objectifs et du coup à y connecter les futurs projets. C'est peut-être comme ça que je le conseillerais. Alors là, si je reprends la méthode qui s'appelle Asana Way of Change, qui est la méthode de déploiement officiel d'Asana, notamment quand les entreprises sont déjà existantes, je crois que leur recommandation, c'est ce qu'on fait généralement, c'est d'équiper une équipe d'Asana et de couvrir un de leurs workflows, puis de couvrir deux, trois autres workflows de la même équipe, et ensuite de déployer comme ça par rebond à d'autres équipes. C'est bien ça? Oui, en effet, Asana travaille beaucoup comme ça. On vient valider un premier use case et il y a l'effet un petit peu boule de neige aussi. Donc, on vient étendre aussi bien les équipes qui utilisent Asana que les cas d'utilisation, que voilà l'ensemble des fonctionnalités aussi de l'outil petit à petit. Mais en effet, c'est important d'être capable de créer rapidement de la valeur dans Asana. Je te rejoins là-dessus. Rares sont les entreprises qui sont capables de se dire que pendant 6 mois, on va construire des choses sans en tirer de la valeur. Et après, en fait, on va déployer à tout le monde. Voilà, petit à petit, c'est souvent comme ça qu'on en tire la meilleure valeur. Et sachant, au fur et à mesure, je prends des notes, parce que ça m'inspire des choses, mais sachant que construire comme ça par le bas et notamment construire avec plusieurs équipes parfois en parallèle, ça nécessite d'avoir des champions dans chaque équipe et ça nécessite parfois d'avoir des super champions, donc des gens encore au-dessus des champions, qui s'assurent d'une certaine cohérence parce qu'à mesure que tu montes dans cette pyramide, il faut une certaine cohérence pour que le reporting notamment soit cohérent et que tu puisses avoir des KPI et des tableaux de bord qui permettent de pouvoir suivre et comparer deux projets qui finalement sont complètement différents au sein de l'entreprise. Tout à fait, mais à la fois, je rebondis aussi là-dessus en disant que c'est aussi tellement confortable quand dès le début de la structuration d'Asana, on est vraiment capable de prévoir une structure plus globale, on est capable de prévoir des équipes qui vont être distillées dans les différents modèles de projet, qui, in fine, quand quelqu'un va être onboardé, il va tout de suite avoir accès aux bons projets, accès aux bonnes équipes, accès à la bonne structure. Genre, moi, en tant que consultant, c'est vraiment mon rêve d'arriver à avoir cette structuration globale parce que je sais comment ça fonctionne. Donc c'est le conseil que je donne. Si vous avez du temps et devant vous un petit peu, pourquoi pas un POC? Ça peut être intéressant de structurer un peu Asana, voir un peu plus loin, plutôt que de commencer à trop petite échelle. En tout cas, je le vois comme ça, comme un consultant. Du coup, tu recommandes davantage ce que moi j'appelle le Big Bang que l'adoption par étapes. Le Big Bang, c'est, on a le cas parfois, mais c'est le 10 octobre, nous décidons que tout le monde passe à Asana. Il faut que tout le monde soit formé avant. Il faut que tout soit prêt parce que le 10 octobre, on débranche Monday.com par exemple, on branche Asana et on commence à bosser à l'intérieur. Alors, c'est une approche qu'ont beaucoup de project managers, hein. Je pense que pas mal de gens ont en tête des projets où tu dois lancer un événement, tu dois lancer un produit et t'as pas le choix en fait que de structurer ton truc pour qu'à la fin ça marche. Et tu peux pas te permettre de tester, faire un petit peu d'un côté de l'autre. Donc moi j'aime bien cette façon de penser. C'est pas forcément très agile. Ça nécessite d'avoir pas mal de temps, gestion de projet, d'avoir des ressources dédiées souvent sur un projet. Donc si vous avez des chefs, des champions qui sont pas suffisamment staffés, qui peuvent pas avoir le temps, ça va pas fonctionner. Mais quand c'est bien programmé, un périmètre bien défini, je trouve que l'impact est vraiment le meilleur et peut-être le plus rapide en termes de maturité dans l'outil. Sachant qu'effectivement, si tu fais un Big Bang, tu vas gagner du temps puisque tu ne vas pas faire de double saisie. Nous, on a des clients parfois, quand ils mettent un workflow dans Asana, le reste est ailleurs. Parfois, ils ont un peu de double saisie, notamment parce qu'en fait, assez vite, tu as envie de collaborer avec les autres, mais les autres n'ont pas Asana, donc tu fais de la double saisie. Et tant que l'autre outil, l'outil un peu ancien, n'est pas débranché, tu continues de le mettre à jour. Donc, ça permet de transitionner doucement, mais en même temps, ça nécessite quand même pas mal de boulot de double saisie avec bah, toutes les erreurs qui peuvent venir. Et la plupart de nos clients, ou en tout cas une grande partie, viennent plutôt vers nous justement après des premières phases de découverte de l'outil par eux-mêmes, et ils nous demandent justement de standardiser, de structurer, d'aligner la compétence en interne,
Et ça, c'est finalement, quand on n'a pas staffé au début suffisamment et pris la ressource nécessaire, et finalement, on en a souvent besoin dans un temps 2. Donc, c'est à définir un petit peu, est-ce qu'on a besoin dès le début d'être bien structuré ou est-ce qu'on est prêt à le faire dans un temps 2 et de perdre peut-être plus de temps sur le long terme? Sachant que ce qu'on dit depuis le début part du principe que les clients veulent adopter l'entièreté de la pyramide. Mais on a assez souvent le cas de gens qui en fait ne feront pas les objectifs dans Asana parce que ça leur paraît beaucoup trop loin et en tout cas ils veulent pas y réfléchir, voire même ils ont d'autres outils. Et à l'inverse, on a des clients, c'est beaucoup plus rare, mais des clients qui ne veulent faire que du portfolio management, que des OKR et des portefeuilles et ne veulent pas du tout gérer le quotidien à l'intérieur d'Asana. Le deuxième étant plus grave que le premier, je trouve. Ouais. Dans le sens où autant on peut faire vraiment le bas de la pyramide dans Asana et vraiment créer, je trouve, beaucoup de valeur. Autant si on vient vers Asana en disant on va vraiment gérer que nos objectifs dans Asana, mais on va pas mettre des informations dans l'outil, dans les tâches, dans les commentaires, dans les descriptions et finalement remplir l'outil avec de la donnée. Je pense que ça a moins de chances que de trouver vraiment de l'efficacité dans l'outil. Je trouve que d'une manière générale, effectivement, si tu te tournes vers Asana pour ne gérer qu'un petit bout de cette pyramide, c'est assez voué à l'échec puisque Asana est bon dans cette globalité, mais n'est pas expert sur un des points. Typiquement, le cas qu'on a souvent, c'est la gestion des ressources. Si vous venez que pour faire de la gestion des ressources ou des timesheets, même si c'est en train de changer, mais si vous voulez faire que de la gestion des ressources, il y a des meilleurs outils qui font que de la gestion des ressources. Portfolio management, c'est pareil, évidemment. Vas-y, je t'en prie, si tu avais autre chose Non, à rajouter. je voulais dire en effet qu'Asana, c'est un outil qui est particulièrement bon quand il centralise vraiment le travail. Et centraliser, ça veut dire le mettre au milieu de vos processus de travail, pas que de la gestion de projet, mais globalement votre travail. D'ailleurs, c'est une plateforme de gestion du travail. Et c'est vraiment là où ça marche le mieux quand il est au milieu. Et d'ailleurs, l'IA qui est représentée ici est alimentée par tout ce graphe qui s'appelle le Work Graph et sera d'autant plus puissante qu'il y a de la donnée à l'intérieur. Donc effectivement, des clients qui n'écrivent pas vraiment de commentaires, qui discutent dans Teams qui créent une tâche qui dure 3 mois pour tout gérer un projet entier dans une tâche, bah, il manque d'insights, il manque d'analyse, il manque de tableau de bord et c'est quand même extrêmement dommage. À quel moment, selon toi, il faut aborder la productivité personnelle? Moi, historiquement, je faisais la promotion d'Asana en disant ça va vous changer la vie, vous verrez au quotidien, vous serez plus efficace, vous serez plus détendu. Je montrais notamment l'écran, mes tâches et la boîte de réception dans mes démos. C'était quelque chose dont j'étais super fier. Et en fait, j'ai fait récemment un atelier avec des gens d'Asana qui font aussi ça depuis pas mal d'années. Et la personne en question me disait, je ne montre plus du tout mes tâches boîte de réception, puisqu'en fait, c'est pas ce que les gens achètent. Les gens n'achètent pas un outil pour avoir une liste de tâches. Ils achètent un outil pour être, avoir une vue globale, avoir des tableaux de bord, avoir de la collaboration. Et du coup, cette personne n'abordait pas du tout finalement le volet productivité personnelle. Alors que moi, c'était un peu ma porte d'entrée, quitte parfois à dire aux clients, adoptez Asana d'abord chacun dans votre coin, et au bout d'un moment, vous aurez envie de collaborer avec votre collègue et vous vous mettrez à créer des projets ensemble. Un avis sur ça? Moi aussi, j'adore l'impact que ça a sur mon quotidien, le côté un petit peu plénitude, zénitude d'avoir une liste de tâches et de me dire aujourd'hui je vais bosser là-dessus et je sais que c'est vraiment mes priorités et si j'arrive à la compléter, bah, je sais que je suis aligné avec tout le reste. Ça, c'est vraiment génial plutôt que d'avoir à se balader en permanence dans les mails, un peu dans un projet à droite. Ah oui, j'ai oublié de travailler sur ce projet, on y retourne, etc. On est perdu. Ça crée pas mal de charge mentale et moi, j'adore le côté mes tâches vraiment ultra pratique, simple, qui me relaxe. Pour moi, c'est super important. Je le vendrai peut-être pas à des decision makers qui doivent prendre une décision business parce que eux, ils ont une vision plus business et ça leur parle pas directement. Quoique, mais à tous les utilisateurs que je forme, je mets vraiment un point pour vraiment leur dire, là, vous allez créer de la valeur avec cette partie consolidation de votre travail dans Asana. Si vous passez la moitié de votre journée dans Asana, passez-le dans le métâche et vous allez vous en retrouver moins stressé. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Ok, bon, en tout cas, on est d'accord là-dessus. Autre sujet, l'IA et donc notamment AI Studio. Je rappelle, hein, dans Asana, vous avez les fonctionnalités natives IA et vous avez AI Studio. Les fonctionnalités natives, c'est
la capacité à résumer une tâche, réécrire un commentaire, ce genre de choses qui sont nativement inclus et gratuites. Et ensuite, vous avez AI Studio qui est une capacité d'avoir des prompts pour demander à l'IA de faire des choses automatiquement dans les moteurs de règles. Et donc, concernant AI Studio, même chose, nous, on avait historiquement une approche qui consistait à dire Asana doit être propre, doit être bien structuré. Il faut des champions qui sont experts d'Asana pour ensuite rajouter par-dessus ça une brique AI Studio. À l'inverse, certaines personnes chez Asana maintenant prônent du coup l'inverse, qui est de dire dès le début, on introduit AI Studio dans l'esprit des gens pour qu'ils ne se limitent pas et que dès le début, ils prennent AI Studio comme un collègue, un teammate, et ils les incluent dans leur processus et le prennent en compte. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu as changé ton avis depuis le lancement d'AI Studio? Je pense que je suis en train de changer mon avis au fur et à mesure qu'Asana aussi fait évoluer cet outil. Je pense qu'au début, c'était un outil à son lancement qui était un petit peu technique, qui plaisait aux gens qui étaient à la fois intéressés par l'IA et à la fois connaissaient bien Asana et le mode de fonctionnement. De plus en plus, cet outil, je pense, il va devenir assisté, il va aider les utilisateurs il va faire des recommandations, il va faire des règles IA plus faciles simplement. Il y a une nouvelle fonctionnalité, on écrit un petit texte et ça crée automatiquement une règle avec un prompt. Donc je pense que de plus en plus, il va être accessible et ça va faire sens, je pense en effet, de le mettre plus tôt dans les réflexions, dans la construction des projets, des portefeuilles, d'y réfléchir un petit peu plus tôt. Voilà. Après, des fois, il y a une décision business aussi derrière qu'il faut peut-être prendre en compte dans cette réflexion. Et si je reprends l'exemple que tu as mentionné sur le prompt qui permet de créer une règle, est-ce que tu penses qu'une personne devrait savoir créer une règle de zéro? Ou en fait, ça c'est l'ancien temps et à partir de maintenant, tout le monde va créer des règles avec un prompt et ils seront plus vraiment capables de créer des règles à la main. Nous, on est des anciens un Ah, peu, mais... ben, on est des anciens, mais on n'est pas exactement pareil parce que toi, tu sais coder, par exemple, et moi, je sais pas du tout coder. Et pourtant, on arrive à trouver des cas d'utilisation où finalement, on utilise les mêmes outils tous les deux. Donc, est-ce qu'on est forcément besoin d'être un expert technique pour être capable d'utiliser les outils? Je suis pas sûr et je pense que ça va devenir de moins en moins le cas. Ok, ça marche. Dernière question, on a parlé du coup de déploiement et je voudrais bien qu'on discute un peu de combien de temps ça prend de déployer, combien ça coûte et qu'est-ce qui fait qu'un déploiement va être un succès ou pas si on prend un peu tout ce qu'on a dit et qu'on le résume finalement. C'est Ok, très large hein, comme question. Ça vaste dépend. Tu as le droit de sujet. répondre, ça dépend. Ça dépend, je te renvoie la balle, tu vas me guider un peu. Moi, j'ai tendance à dire que, alors c'est des questions que souvent les clients posent, hein. Euh, Le déploiement d'Asana, pour moi, il n'est jamais terminé. Et quand on voit, nous, typiquement chez nous, on passe nos journées à mettre à jour des processus, créer des nouvelles règles, mettre de l'IA là où il n'y en avait pas. Et donc, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Donc, ça, faut bien l'avoir en tête, hein. C'est pas quelque chose qu'on va créer pendant 6 mois et ensuite ne plus y toucher. Ensuite, je pense un des principes les plus forts, c'est qu'il faut d'une part les champions, donc identifier des gens en interne qui sont motivés, qui ont envie, mais qui ont aussi la latitude pour aider à ce déploiement, c'est-à-dire qu'ils ont du temps qui est réservé dans leur agenda pour ça. Et il faut le support de la direction. Il faut que la direction dise Asana nous sert, on utilise Asana, on va notamment regarder ce haut de pyramide et donc il faut que le bas soit bien organisé, puisque nous on a tout un tas d'histoires où la direction ne supportait pas, n'apportait pas son support à la mise en place de l'outil et ça ne marche pas puisque les gens ne l'utilisent pas, puisque le président ne l'utilise pas, donc pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à l'utiliser? Donc après, en termes de coût, il y a le coût des licences, évidemment. Il y a le coût des champions qui doivent dédier du temps à ce déploiement. J'ai tendance à dire euh, plusieurs heures par semaine au début et quelques heures par semaine après. C'est à peu près la fourchette que je donne. C'est très large, mais ça donne un ordre d'idée. Et en termes de durée, pour une équipe d'une cinquantaine de personnes, je pense qu'après 6 mois, tu peux avoir un truc un peu sympa qui tourne pas mal. Tu dirais la même chose? Ouais, tout à fait. Peut-être ouais, 4 à 6 mois avec une cadence un petit peu soutenue. Je pense que la cadence est quand même importante d'avoir une certaine régularité dans le déploiement, dans le progrès, pas être trop en dents de scie parce qu'on s'arrête un peu en chemin et après on a du mal à reprendre. Je suis d'accord avec toi. Un truc qui est important souvent aussi et qui marque un peu un jalon, c'est la création de ressources en interne. On a suffisamment
structuré, défini de règles d'utilisation d'Asana qu'on vient créer des ressources, on vient créer un guide, on vient créer des règles d'or. Et ça permet d'aligner les équipes autour d'une documentation. Et ça, c'est souvent un petit peu un point final, une ligne d'horizon en fin de déploiement. Alors, on est en train de travailler sur ce qu'on a appelé en interne une échelle de l'adoption, où on va essayer de mettre sous forme d'une échelle les différents niveaux d'adoption qu'on a vus chez des clients pour permettre de leur ouvrir les yeux sur où est-ce qu'ils en sont dans cette adoption. Parce que très souvent, les gens sont en fait très très tôt dans l'adoption, ils se rendent pas compte de tout ce qui peut encore être débloqué. Et notamment quand ils travaillent avec des partenaires comme nous, ils ont tendance à pas profiter suffisamment de nos connaissances et à s'arrêter trop tôt parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tout vu alors qu'il y a énormément de choses encore à aller chercher. Écoute, merci Arthur. Je rappelle que les clients peuvent faire appel à nous s'ils ont besoin d'aide pour leur déploiement, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter le plus tôt possible. On peut même aider à faire des comparaisons avec d'autres outils. Donc si vous faites un appel d'offres pour comparer deux outils, on peut vous aider à mettre en place une période d'essai. On peut maximiser un peu la valeur de cette période d'essai. Et ensuite, on peut vous guider dans ce déploiement, que ce soit une approche par le haut, par le bas, par le côté si vous voulez. On s'adaptera et on vous guidera pour vous suggérer une mise en place qui permettra de grandir et d'être efficace. Des choses à rajouter? Pas du tout, c'était super comme d'hab, Bastien. Hâte du prochain. Eh ben super, à la semaine prochaine, merci. Merci.